Aujourd'hui, avec le vibe coding, avec les technologies d'IA mises à notre disposition, n'importe qui peut lancer un SaaS en quelques minutes, avoir une idée et bim, tu lances ton truc. Est-ce que l'IA va me piquer mon travail quand je serai grand ou ce sera mon super pouvoir? Au bout de 2-3 mois, le couperet tombe et tu te retrouves du jour au lendemain débarqué de ta propre boîte dont tu as encore 25% du capital. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une boîte qui a vraiment marché fort et d'une boîte qui a complètement craché? Écoutez les experts de votre sujet, mais surtout comprenez pourquoi ils ont tort. Tu disais qu'avec une des boîtes, vous êtes monté à 2 millions et que d'un coup, ça a un peu dégringolé. Mm. Tu te sens comment? En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur qui a littéralement accompagné toutes les grandes vagues du numérique en France, des débuts de l'e-commerce à la révolution actuelle de l'intelligence artificielle. Il a monté, dirigé ou relancé plus d'une quinzaine de boîtes. Il est le co-créateur de Sarenza.com, l'un des pionniers du e-commerce en France et en Europe, passé entre autres par la direction de Cobuzz qu'il a redressé à coups de no-code et d'automatisation avant de fonder Allegria Group en 2020. Aujourd'hui, l'un des leaders français de la formation sur l'IA et au no-code en France pour le B2B et le B2C. Avec Allegria Group, il a accompagné plus de 500 entreprises et formé des milliers de personnes aux outils d'IA et de no-code avec une mission très claire, éviter une nouvelle fracture numérique et rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre. Il intervient aussi sur les plus grandes scènes où se décide le futur de l'IA en France, comme l'AI Friends Summit et la soirée spéciale IA sur France Télévisions, organisée en marge du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à l'Elysée. Aujourd'hui, on reçoit Francis Lelong. Bonjour Francis, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Voilà, mec, t'es un gars hyper expérimenté et moi je suis Allegria depuis quelques temps et évidemment Sarenza c'est un immense succès aussi, donc on est très très content de pouvoir t'avoir ici. Je pose toujours une question à tous les invités, mais aujourd'hui je vais faire un petit twist parce qu'il y a un truc qui m'intéresse vachement chez toi et aujourd'hui tu n'y as pas fait défaut. D'habitude je pose la question de si tu pouvais sortir de ton corps à la troisième personne, comment tu te décrirais, donc tu pourras en parler aussi un petit peu. Mais aujourd'hui je dirais, dans tous les podcasts que j'ai vus de toi, t'as ce t-shirt jaune là. Ouais. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Écoute, ça dit déjà que j'ai appris de quelques entrepreneurs, mentors que j'ai rencontrés, un élément qui est très important pour moi dans le business aujourd'hui, que je résume avec une phrase, ideas over money, qui est que en fait quand tu n'as pas d'argent, il faut avoir des idées et que les idées ça marche toujours mieux que de l'argent finalement, souvent dans le marketing. Et ce t-shirt finalement c'est une idée que j'ai empruntée à un autre entrepreneur sur un salon qui avait des t-shirts roses et je me suis dit mais c'est trop malin, on le voit partout. C'était un de nos concurrents. Ok. Et il a fait ça et je me suis dit mais c'est trop malin, c'est trop bien. Alors après ils étaient très B2B tu vois, donc ça c'est un peu moins connu parce qu'ils ont été moins visibles que nous tu vois. Mais je me suis dit, c'est une super idée. Et en fait, on s'est dit, mais nous, Allegria, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est le soleil, c'est le plaisir, donc c'est le jaune. Et donc, on a fait les t-shirts jaunes et c'est la couleur de notre logo aussi maintenant. Et ça a juste cartonné un truc de malade. Donc aujourd'hui, j'en ai 15 à la maison et je porte tout ça tous les jours. Et ouais, c'est mes couleurs, quoi. Donc j'en suis fier. Et toi, en perso, sur ta personnalité, sur ta personne, si tu sortais de ton corps, tu te décrirais comment? Écoute, si je devais me décrire, je pense que finalement c'est assez simple. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours joyeux, de bonne humeur, qui a envie de tout casser tous les matins quand il se réveille. Tu ne me verras jamais déprimé, tu ne me verras jamais au fond du trou, tu me verras toujours après une bonne nuit de sommeil, je dors toujours très bien. Donc c'est peut-être ça qui me définit le plus. Ouais, toujours envie d'en découdre, toujours envie d'innover, toujours envie d'aller de l'avant. Je suis quelqu'un qui regarde jamais derrière, je regarde toujours devant et c'est même terrible des fois parce que j'ai même des fois du mal à me souvenir de certains éléments de ma vie tellement je regarde toujours devant, tu vois. Peut-être que d'ailleurs de temps en temps je les réinvente d'ailleurs, c'est possible. Donc voilà, ouais, quelqu'un de toujours enthousiaste, de bonne humeur et qui regarde devant. On va revenir un peu avant de parler de tes projets actuels sur ton parcours. Donc tu as fait une grande école de commerce, on en parlait tous les deux. J'ai fait la fac aussi, j'ai fait les deux et j'ai adoré faire les deux. C'est vrai? Ouais, j'ai adoré mes années de fac, j'ai adoré mes années à l'EM Lyon. Ouais. C'est quoi qui t'a parlé sur les deux? Pourquoi tu as voulu faire les deux justement? À la fac, l'avantage que tu as, c'est que tu es obligé de gagner en maturité parce que tu es laissé tout seul dans une promo de 900 étudiants, il n'y a personne pour t'accompagner, tu n'as pas beaucoup d'heures de cours, mais c'est des choses intellectuellement très intéressantes.
L'école de commerce, c'est tout l'inverse. Tu es accompagné, tu fais pas forcément des choses super intelligentes, mais tu as un réseau de malades et tu découvres vraiment un peu ce que c'est que le business, quoi, en fait. Donc, je trouve que les deux ont été hyper complémentaires et ça m'a vraiment forgé dans mes années d'avoir fait les deux. Ouais. Quand tu te replonges dans ces années école, c'était quoi le plan de carrière un peu officiel que tu avais à ce moment-là? Tu avais déjà une idée de te dire, ok, là je vais aller faire ça et ma vie sera un peu tracée, ou c'était un peu flou encore? Alors, deux choses. D'un point de vue académique, catastrophique, parce que j'ai eu mon bac sur un coup de dé, parce que personne ne voulait de moi, j'étais pas assez bon pour aller en prépa, donc je suis allé faire la fac. Et que même à la fin de mes années de fac, personne ne voulait encore de moi. Ça a été un miracle que je rentre à l'EM Lyon. Mais en revanche, une conviction forte, c'est que mon avenir, ça sera un avenir d'entrepreneur. Parce que j'avais compris assez jeune que je serais ni footballeur professionnel, ni chanteur, ni acteur. Et donc, il me restait entrepreneur. Et moi, j'ai fait mon éveil d'adolescent dans les années tapis, tu vois, c'était les années 80. Et tapis, c'était l'argent, les bagnoles et les femmes, quoi. Faut être clair, hein, c'était ça dans la tête d'un jeune des années 80. Donc moi, c'est ça qui m'a donné envie d'être entrepreneur, avec les bons et les mauvais côtés, bien évidemment, hein, une vision qui paraît aujourd'hui hyper old school, très patriarcale de l'entrepreneuriat, qui a complètement changé chez moi en 20 ans. Tu vois, c'est ma passion d'entrepreneur aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec les motivations initiales de quand j'avais 20 ans. Tu vois. Pour faire un petit point sur l'école, si tu te voyais aujourd'hui à 20 ans avec l'arrivée de l'IA, etc., est-ce que tu aurais fait les choses différemment, scolairement? Alors, je pense que ce qui a surtout changé, c'est la simplicité d'entreprendre aujourd'hui et la perception de l'entrepreneur dans la société française. À l'époque, être entrepreneur, personne n'avait envie d'être entrepreneur. Si tu faisais une grande école ou tu faisais Polytechnique, tu allais faire de la finance à Londres, mais tu faisais pas entrepreneur, tu vois. Donc, il y avait encore, je crois, à l'époque, 30 ou 40% des jeunes dont l'objectif dans la vie, c'était d'être fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, tu vois, mais c'est pas forcément le métier qui fait le plus rêver aujourd'hui, tu vois. Donc ça a complètement changé. Et je pense qu'en particulier, l'arrivée de l'intelligence artificielle va donner encore plus d'opportunités à chacun d'entre nous et d'une manière assez contre-intuitive, finalement, va remettre l'humain au cœur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Faut pas oublier qu'on sort de 50 ans où finalement, si tu voulais entreprendre, il fallait quand même avoir du réseau, il fallait être capable de lever des fonds, il fallait être tech, savoir développer. Et sinon, il fallait beaucoup d'argent pour recruter des devs. Aujourd'hui, avec le vibe coding, avec les technologies d'IA mises à notre disposition, n'importe qui peut lancer un SaaS en quelques minutes, avoir une idée et bim, tu lances ton truc. Et ça, c'est une vraie révolution. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça va remettre les compétences fondamentales de l'entrepreneur qui sont principalement sa vision, sa capacité à entraîner des collaborateurs, des clients, à convaincre, sa capacité d'exécution bien évidemment au cœur du jeu et pas simplement d'avoir la chance d'être parmi les happy few qui ont fait les bonnes études avec les bonnes familles qui sont capables de te filer l'argent pour démarrer ta boîte. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu es ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Tu as lancé une quinzaine de boîtes, ce qui est énorme en l'occurrence. On reviendra sur les plus grands succès, mais de manière plus globale, si on dégrossit et qu'on prend la carte de tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a un truc, un fil rouge qui relie toutes ces entreprises? Oui, bien sûr, c'est la tech. Il y a toujours eu de la tech dans des secteurs très différents. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est justement d'apporter une expérience que j'ai eue dans un secteur, dans un autre secteur. Parce qu'en fait, tu te rends compte, par exemple, si on reprend le cas de Sarenza, quand on avait posé la question aux experts du secteur de la chaussure début des années 2000 sur quelle chance on avait de vendre des chaussures sur Internet, tous nous ont répondu « Vous êtes complètement dingue, c'est impossible, vous n'y arriverez jamais ». Parce que quand tu deviens trop expert de ton sujet, finalement, tu te mets des barrières, en fait, dont tu te rends même plus compte et tu n'arrives plus à sortir, à réfléchir out of the box, en fait. Il fallait être un peu dingue pour, en 2002-2003, alors que le e-commerce, plus personne n'y croyait, qu'il y avait eu la bulle Internet qui avait explosé, d'essayer de se lancer dans la vente de chaussures sur Internet, c'était un pari un peu fou. Et pourtant, on l'a fait. Donc, souvent quand j'ai l'occasion de discuter avec quelques jeunes entrepreneurs, je leur dis, mais surtout, écoutez les experts de votre sujet, mais surtout comprenez pourquoi ils ont tort. Et on a tous tort quand on devient trop expert du sujet. Donc il faut ne pas avoir peur de tenter des choses nouvelles et par définition,
Si personne ne l'a fait avant, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui pensent que c'est pas possible. Mais ça, c'est souvent ces gens-là, ils font l'erreur de faire parfois la bonne analyse. C'est vrai que c'était compliqué de vendre des chaussures sur Internet parce qu'il fallait les essayer. Et ça, c'est juste poser le problème. Nous, on est là pour trouver des solutions, les entrepreneurs. Et la solution, c'est Zappos qui l'a inventé. C'est pas moi. C'était la livraison et le retour gratuit. Donc, finalement, déporter l'expérience d'essayage à domicile plutôt que dans le magasin. Et une fois que tu as répondu à ce problème, tu n'as aucun problème à vendre des chaussures sur Internet. Et notre rôle à nous, les entrepreneurs, c'est d'apporter des solutions au monde. Et il y a 1 milliard de problèmes encore à résoudre. Donc, il y a 1 milliard d'opportunités pour les entrepreneurs. Petit aparté sur votre épisode pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à regarder En Orbite. Et ça me fait super plaisir. Mais aussi pour vous dire que vous êtes aussi nombreux à passer sur les épisodes sans interagir. Malgré tout, c'est la meilleure manière de me soutenir. Donc, un like, un commentaire, vous abonner. Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, mettre un petit 5 étoiles, c'est vraiment top. Maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Il est génial. À bientôt. La tech, comment tu tombes dedans? On a parlé de ton parcours, grande école et tout. Ouais. Ça arrive à quel moment dans ta vie? Eh ben, écoute, ça arrive très tôt grâce à mon frangin, en fait, qui a 6 ans de plus que moi et qui était passionné d'informatique dans les années 80. Donc, on a eu la chance d'avoir un ordinateur à l'époque, un Orica, un Apple II à la maison. Et j'étais très jaloux parce qu'il ne voulait même pas me laisser s'en servir. Donc, il fallait que je trouve des stratagèmes pour réussir à utiliser l'ordinateur du grand frère. Donc ça arrivait très tôt dans la famille et en revanche, moi j'ai fait un choix aussi très tôt, c'est que j'ai été Apple depuis toujours. Voilà, depuis que j'ai acheté mon Mac LC, donc je devais avoir 14 ans avec mes économies. Et passionné de Steve Jobs, complètement fan de ce qu'il a fait, du personnage. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois à Paris quand il venait encore pour les Apple Expo. Alors quand je dis rencontrer, c'est un bien grand mot, parce que j'ai lui juste serré la main et je lui dis 2 mots, mais quand même, quoi, j'ai touché la main de Dieu, c'est incroyable. Ouais, pour moi, ça a été ce qui m'intéressait derrière Apple, la philosophie de Steve Jobs, c'était ce perfectionnisme dans l'usage qu'on pouvait faire de la tech. Moi, je m'en foutais de ce qu'il y avait à l'intérieur de la machine. Ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que je pouvais en faire. Et donc, j'ai fait mon premier site web en 93, quand j'étais à la fac. J'avais plein de temps pour faire plein de trucs. J'ai fait une asso étudiante, j'ai été élu étudiant et j'ai fait le 2e site internet d'une asso étudiante en France. Il y avait Polytechnique et moi à Nancy 2. Et ça a été super fierté. On était même descendu à Paris pour discuter avec Victor Jakimovic à l'époque, le grand gourou de la tech de la Fnac, pour faire un partenariat. Enfin, c'était incroyable, c'est la première fois que je venais à Paris. Donc moi c'est comme ça que ça a démarré en fait. J'étais dans ma chambre à Metz et j'avais mon Mac et j'utilisais le modem du Minitel pour me connecter au BBS, donc l'ancêtre d'internet, les facs américaines. Et c'était Star Wars, quoi. J'étais connecté aux États-Unis depuis ma chambre à Metz, quoi. C'était un truc de dingue. Bon, quand ma mère a vu les factures de téléphone arriver à la fin du mois, c'était moins drôle, mais parce que c'était très cher, c'était à la minute. Mais ça ouvrait un monde de perspectives depuis ma chambre. C'était absolument dingue, quoi. Donc c'est ça qui m'a passionné. Sur ces 15 boîtes-là, j'en parlais, hors Sarenza, hors Allegria, qui sont les 2 plus connus potentiellement, est-ce que tu pourrais nous parler d'une boîte qui a vraiment marché fort pour le coup et qu'on connaît un petit peu moins, et d'une boîte qui a complètement craché, et nous parler un peu de ces 2 expériences, histoire qu'on a un truc un peu plus global? Il y en a plein qui ont craché par définition. Non, une boîte qui est une boîte que j'ai reprise. D'ailleurs, c'est la seule fois dans ma vie où ça m'est arrivé de travailler sur un projet qui était en dépôt de bilan, qui a été repris par un de mes investisseurs qui m'a appelé pour la redresser, qui s'appelle Cobuzz. Ouais. Et j'en suis très fier parce que c'est une boîte qui, quand je suis arrivé, perdait 15 millions par an. Enfin, c'était vraiment une catastrophe dans un marché où il y a... en face de toi, tu as juste Spotify, Apple et Amazon, quoi. Tu vois, c'est juste incroyable, quoi. Tu te dis, moi j'avais fait le calcul, à l'époque j'avais 3 millions de budget R&D par an, et ils avaient 600 millions. C'est-à-dire, c'est le PSG contre la 5e division d'amateurs de je sais pas où, tu vois. Donc c'était assez difficile, mais très belle fierté, parce qu'on a redressé avec les équipes cette boîte en 2 ans. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est rentable, qui marche très bien, qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires aux États-Unis, un pays qu'on avait ouvert quand j'étais là. Et c'est la première boîte dans laquelle j'ai déployé vraiment sérieusement des outils de no-code et d'automatisation. Et ça m'a aidé à atteindre cet objectif et à réussir la transformation de cette boîte.
Donc ça a été une très très belle aventure, un peu une belle inconnue Cobuzz, parce que c'est aujourd'hui une très belle boîte dans le streaming musical, mais qui fait l'essentiel de son business aux États-Unis. Dans celles qui n'ont pas marché, il y en a plein, et mais pour des raisons souvent assez différentes d'ailleurs les unes des autres. Une qui n'a pas marché par exemple, qui s'appelait l'édito, alors qui a marché commercialement parce qu'on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires très vite, mais malheureusement je me suis retrouvé short of cash en plein pendant la crise des pigeons, merci François Hollande. Il y en a qui rêvent qu'ils reviennent, je ne comprends pas, mais bon c'est pas grave. Ça a été catastrophique, 75% de taxes sur l'investissement, donc autant dire qu'il n'y avait plus rien de possible pendant quasiment 6 mois, et moi j'étais short of cash à ce moment-là, donc on a plié la boîte voilà, quelques mois après. Et puis une autre qui n'a pas marché, mais pour d'autres raisons, un projet dans lequel j'ai énormément cru, et d'ailleurs je suis toujours un peu étonné que personne n'ait fait. Ça s'appelait, c'était un réseau pour les footballeurs amateurs, ça s'appelait ToFoot. Et là en fait, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on était 3 fondateurs, mais aucun de nous n'était à sa place en fait. Celui qui faisait du sales était au produit, celui qui était au produit faisait du sales, la personne qu'on avait choisie pour la technique, qui était le cousin du premier, c'était pas trop son sujet, la tech dans le digital, et du coup le produit n'a pas bien marché. Vraiment une exécution minable. On s'est vraiment, bon, je vais être poli, mais tu as compris ce que je voulais dire dessus, sur ce projet-là. Alors que le modèle économique était incroyable. On était les premiers à faire une communauté pour les footballeurs amateurs. Je pense qu'il y avait un vrai beau business model qu'on avait inventé, que personne n'a jamais repris d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas toujours facile, t'es des fois trop tôt, des fois t'es trop tard, t'as pas les bons associés, toi-même t'es pas forcément bien aligné avec ce que tu fais. Il y a tellement de paramètres pour que ce soit un succès, c'est un truc de malade en fait, c'est très difficile. Et un nombre de paramètres en plus que tu ne maîtrises pas toujours, c'est ça qui est parfois déstabilisant. Donc il faut l'accepter, il y a une part de fatalité aussi dans le succès, tu vois, c'est pas toujours, il suffit pas d'être, il y a plein de très bons entrepreneurs qui ont fait de très belles boîtes, qui en ont planté plein d'autres aussi, hein. Donc voilà, ça fait partie du jeu, si ça marchait à tous les coups, tout le monde sera entrepreneur. C'est quoi l'état d'esprit que tu peux avoir, parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a tenté des boîtes et a pu voir que ça marchait de moins en moins potentiellement, et qui est très à l'aise d'en parler. C'est quoi l'état d'esprit quand tu vois que ça a pu marcher très fort? Tu disais qu'avec une des boîtes vous êtes monté à 2 millions et que d'un coup ça a un peu dégringolé. Tu te sens comment? D'abord, il y en a plein, hein, Mastéos, des boîtes récemment qui cartonnent et puis qui se plantent, Insectes qui vient de déposer le bilan. Donc il y en a beaucoup. Il faut faire attention aux stars du jour, hein, et d'ailleurs ça c'est aussi une leçon que j'ai apprise, hein, c'est que quand on te propose le chèque pour acheter ta boîte, faut savoir dire oui aussi, hein, et pas croire que le truc va tout le temps monter aux arbres, hein. C'est pas vrai, il y a des momentum, et on le voit aujourd'hui dans le monde de l'éducation, il y a des boîtes qui ne sont pas vendues il y a quelques années et qui aujourd'hui n'arrive pas à se vendre, par exemple. Tu vois, alors comment jauger quand est-ce qu'il faut vendre selon toi? Écoute, je pense que d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que je trouve beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de croire que leur entreprise, c'est leur bébé. Ça, c'est une énorme connerie. Il faut avoir du détachement par rapport à ta boîte. C'est super important. Il n'y a que ça qui te permettra de savoir quand arrêter ou quand vraiment continuer, même quand c'est dur. Moi, il y a des boîtes que j'ai arrêtées au bout de 2 ans parce que je voyais qu'il n'y avait pas de perspective, et no big deal, quoi. Je veux dire, c'est juste une boîte. Donc ce détachement, il est absolument indispensable pour prendre les bonnes décisions. Et ça vaut d'ailleurs aussi avec ses collaborateurs. Moi, la plupart sont devenus des amis. Mais bon, si un jour il faut arrêter une collaboration, il faut savoir arrêter la collaboration, quoi. C'est pas parce que c'est les personnes que tu côtoies au quotidien pendant 2 ans, 3 ans, qui deviennent par définition aussi tes amis dans ton réseau de proximité, que ça veut dire que pour autant c'est une bonne décision de les garder dans la boîte. Et l'humain et le professionnel, quoi. Exactement. Ensuite, la deuxième erreur, je pense qu'on fait souvent, surtout dans ces premières boîtes, c'est de croire que cette boîte en particulier va être la boîte de ta vie et que tu n'auras jamais une deuxième opportunité. Un vrai entrepreneur, il aura 50, 100 opportunités dans sa vie. Même sa difficulté, c'est de faire le choix parmi toutes les opportunités. En réalité, les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, moi, je rêve d'entrepreneur, mais j'ai pas d'idée », je dis « Tu te fous de ma gueule, c'est que t'es pas entrepreneur si t'as pas d'idée. » Parce que des problèmes à résoudre, encore une fois, il y en a 1 milliard là dehors qui attendent que toi pour les résoudre. Donc ça, c'est pas la bonne attitude à avoir. Donc voilà, il faut savoir faire cette part des choses, et surtout se dire que un projet, il a un objectif.
c'est d'atteindre une étape, tu vois. C'est un peu comme le e-commerce, tu vois. Quand on a démarré Sarenza, tu vois, la première semaine, on a vendu une paire de chaussures en une semaine, et puis après, on est passé à 10 paires de chaussures par semaine, et puis 5 paires de chaussures par jour, et puis 50 paires de chaussures par jour, tu vois, on a passé des paliers. Bah, ta relation et ta vie entrepreneuriale, à part, il y aura toujours le cas exceptionnel. Fruits, les gamins, ils ont 25 ans, ils lancent le truc, ils vendent ça à 60 millions, 3 ans plus tard, ils sont 5 dans la boîte. Ok, tu auras toujours des cas comme ça qui sortent de nulle part. La réalité, c'est que ta première boîte, bah, tu vas peut-être te faire ton premier million, et puis ça va te permettre de réinvestir et de faire la deuxième, la troisième et la quatrième. Il faut être dans une plutôt construction et accepter aussi de tout réinvestir. Moi, j'ai quasiment à chaque fois fait all-in, hein. J'ai quasiment tout réinvesti parce que je considère que c'est se mettre en danger. C'est aussi une manière pour moi d'être 100% mobilisé, tu vois, et ne pas me disperser dans 15 projets en même temps, ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Bon, si tu arrives à avoir ce bon mindset-là et te dire qu'effectivement, bah, tu vas construire petit à petit, boîte après boîte, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, en cours de route, tu auras des échecs et c'est pas grave. Et il y a une facette chez toi que je trouve un peu fascinante, c'est que tu me parles avec une telle facilité de ces échecs-là. Pour moi, il y a le côté émotionnel de « ok, c'est mon petit bébé, c'est ma boîte, j'y mets du temps, j'y mets de la sueur, etc. » Mais il y a aussi une part d'ego. J'ai l'impression que tu as réussi à dégager assez vite cette part d'ego en toi. Il faut quand même en avoir quand tu es entrepreneur parce que il faut quand même dire « ok, j'y vais ». Comment est-ce que tu arrives à jongler entre il faut cet ego parce que je suis entrepreneur et si je l'ai pas, ça va pas fonctionner et cette part où je dis ok, ça marche pas et je suis très à l'aise d'en parler. Ça a été un gros travail sur moi. J'avais beaucoup trop d'ego. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises. Une des raisons pour laquelle on s'est engueulé entre associés chez Sarenza, c'était une querelle d'ego d'ailleurs avec un de mes deux associés. On était tellement tous les deux convaincus qu'on était les meilleurs qu'on avait fait co-CEO 1 an sur 2. Le mec, il faut vraiment être un peu débile pour faire ça, quoi, tu vois. Mais c'était ce qu'on avait fait, tu vois. Parce que lui était convaincu qu'il devait être CEO parce qu'il avait 10 ans de plus que moi. Et moi, j'étais convaincu que je devais être le CEO parce que c'était déjà ma 5e boîte, tu vois. Donc, que des mauvaises raisons en réalité. Donc ça, moi j'ai fait, enfin d'ailleurs l'histoire de Sarenza m'a beaucoup appris là-dessus, m'a fait vraiment redescendre bien sur terre et j'ai appris à beaucoup plus écouter, j'ai appris à beaucoup plus partager, j'ai appris le speak and commit. Aujourd'hui avec mes deux associés, on est vraiment dans le partage permanent et on prend toutes les décisions ensemble, même si on n'a pas forcément la même répartition en capital, c'est pas grave, moi c'est mes deux associés, on décide ensemble, tu vois. Donc, speak and commit, pour les gens qui écoutent, qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette thématique, tu le qualifierais comment ? Ça veut simplement dire que chacun a le droit d'avoir toutes les opinions qu'il souhaite et le débat est totalement ouvert. On peut même s'engueuler ou s'écharper sur n'importe quelle idée. En revanche, une fois qu'on a pris une décision, même si ce n'est pas la sienne, on la fait sienne. Et on va tous dans le même sens, et même si on n'était pas d'accord. La décision elle a été prise de manière collégiale, avec un vrai débat. C'est pas grave, même si je suis pas d'accord, même si c'est moi le CEO, j'irai quand même dans le sens de mes deux associés. La démocratie, quoi. C'est pas la démocratie. Démocratie, c'est autre chose parce que là, on n'est pas dans une entreprise libérée. On est à 3 à décider pour l'avenir de l'entreprise, tu vois. On consulte nos investisseurs, on peut être amené à consulter nos collaborateurs. Mais la vraie démocratie dans l'entreprise, ça serait effectivement l'entreprise libérée, ce que certains testent avec plus ou moins de succès, mais dans lequel moi je ne crois pas trop pour l'entreprise. Tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense que l'entrepreneur n'est pas forcément le meilleur pour faire de la politique. Et on voit que ça a été souvent catastrophique parce que gérer un pays, ce n'est pas gérer une entreprise. Tu vois, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, d'ailleurs, on a discuté avec Laurent Alexandre, qui est aussi assez d'accord avec moi sur ce sujet. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est d'être capable effectivement de mettre l'ego au bon endroit. Et je pense qu'au-delà de l'ego, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vision, des convictions, d'être capable de le partager et d'emmener les autres avec toi, tu vois. L'ego, au final, il n'apporte rien dans cette histoire. Et en revanche, je suis convaincu aussi d'une chose aujourd'hui, c'est que tu as plein de styles et de valeurs d'entrepreneurs qui peuvent réussir. Moi, je connais des entrepreneurs voyous qui réussissent très bien. Mec, c'est des voyous notoires. Ils ont fait fortune en étant des voyous notoires. Ok. Est-ce qu'il y aura un karma un jour ? J'en sais rien, je crois pas au karma. Mais tu as des gens qui réussissent avec vraiment des valeurs de merde, quoi. Tu vois, ou qui vont être très toxiques pour leurs collaborateurs, qui vont faire du micromanagement. C'est pas pour autant qu'ils vont pas réussir, tu vois. Donc je pense que
En fait, il faut d'abord essayer d'être soi-même, de regarder la réalité de ses forces et de ses faiblesses. Et notre responsabilité principale, au-delà de cet écart de valeur qu'on peut juger positive ou négative, je pense que peut-être la force de l'ensemble des entrepreneurs, c'est d'être capable de s'entourer de gens qui vont être compatibles avec eux et qui vont pouvoir emmener dans leur histoire et des gens de talent. Ça, c'est vraiment très important, parce qu'on ne fait rien tout seul. Ça, en revanche, c'est une certitude. Je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux d'être collaborateurs dans des boîtes avec un patron un peu tyrannique, tu vois, limite un peu égocentrique, et d'autres qui ont besoin d'être dans des entreprises où il va y avoir du partage, de l'engagement, de la responsabilisation, tu vois, on n'est pas tous fait pareil. Donc c'est ça notre responsabilité, je pense, nous entrepreneurs, de bien se connaître, de savoir, voilà, moi je suis un guerrier, je veux des guerriers qui partent à la guerre avec moi, ou alors je suis un entrepreneur collaboratif. Les deux peuvent réussir en fait. Tu l'as touché du doigt un petit peu tout à l'heure. On va parler un peu de Sarenza, on va y revenir. Donc, tout le monde connaît le succès de Sarenza, c'est encore une belle boîte et tout. Il y en a moins qui connaissent l'histoire de comment tu as été débarqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période-là, de comment est-ce que tu as vécu ce retrait de Sarenza? Non, mais c'est jamais un moment facile, hein, bien évidemment. C'est pas un moment facile parce que d'abord, ça te tombe dessus, mais généralement pour des mauvaises raisons. Une boîte qui va pas bien, les investisseurs savent la débrancher. Ils y croient plus, ils débranchent, ça fait une perte dans la ligne, c'est terminé. Chez nous, c'était un peu plus compliqué parce que d'abord, il y avait effectivement un conflit d'associés, et ça, malheureusement, c'est un sujet que tu ne peux pas vraiment anticiper dans un pack d'actionnaires, puisque tu as toujours le groupe d'associés avec le groupe d'investisseurs et tu n'es pas censé t'engueuler entre associés. Aujourd'hui, on sait mieux le gérer, il faut le dire. Mais à l'époque, il y avait, c'était le tout début des startups, les fonds d'investissement, la plupart du temps gérés par des profils plutôt banquiers qu'entrepreneurs, n'avaient pas non plus l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et nous, du côté d'entrepreneurs, c'est pareil, tu vois, on était jeunes, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire et comment gérer un conflit entre associés. Donc, t'avais quel âge au moment de Sarenza? Ben écoute, moi j'avais 32 ou 33 ans, ouais. Tu vois, un truc comme ça, 35 ans. Donc, ouais, effectivement, des moments très difficiles à vivre parce que ça tombe dessus d'un coup. Ça fait 5-6 ans que tu bosses comme un chien pour faire un truc auquel personne ne croyait et tu vois que les chiffres décollent et que la boîte tourne. Tu as conscience aussi des difficultés du modèle économique, parce que bien évidemment, si on en est arrivé là, c'est aussi que le modèle économique pose des problèmes, en particulier en termes de besoins en fonds de roulement, puisque dans le marché de la chaussure, tu es obligé d'acheter 1 an à l'avance les chaussures que tu vas vendre, donc il faut beaucoup de trésorerie. Et ça, malheureusement, il n'y avait aucun moyen à l'époque de financer du stock en France pour du e-commerce. Aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et puis, un fonds d'investissement aussi en face qui se dit j'ai quand même payé très cher cette boîte. Peut-être que je vais pouvoir avoir l'occasion de me refaire sur le dos des fondateurs et je ne vais pas m'en priver. Et donc, en fait, si tu veux, quand ça t'arrive, tu te rends compte qu'en fait, c'est une espèce de convergence de mauvaises décisions, d'incapacité à prendre du recul. On n'a pas été non plus bien accompagné par nos business angels qui auraient pu peut-être nous mettre autour de la table pour nous dire vous arrêtez de déconner, et, vous mettez d'accord et voilà, et vous avancez. Mais voilà, il se trouve qu'effectivement, au bout de 2-3 mois, le couperet tombe et tu te retrouves du jour au lendemain débarqué de ta propre boîte dont tu as encore 25% du capital. Et là, tu rentres dans une phase, j'allais dire, intermédiaire entre la fin de ce projet et le projet d'après. Parce que moi, j'ai toujours su qu'il y aurait de toute façon un projet après. Et c'est tu t'es jamais laissé abattre? Jamais. J'ai toujours bien dormi. Je suis rentré chez moi. J'étais dépité. Je me suis couché, j'ai dormi. Et puis, je me suis réveillé le lendemain. Et je me suis réveillé quand même un peu dans la situation du taureau dans l'arène, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, j'avais plus rien à perdre. Je m'avais laissé avec rien, donc même pas une proposition pour me racheter mes actions. Donc, j'ai fait ce que fait n'importe quel taureau dans l'arène. J'ai foncé sur tout ce qui bougeait, quoi. Donc c'était voilà. Et j'ai beaucoup accompagné d'ailleurs, parce que j'étais un des premiers à médiatiser le sujet. Il y avait eu un article dans Libération à l'époque sur ce qui s'était passé chez Sarenza, et du coup j'ai été beaucoup contacté par des chefs d'entreprise même encore récemment, pendant 10 ou 15 ans après, qui me demandaient conseil ou que j'ai accompagné dans cette phase-là. Et
Et je crois qu'il n'y a personne qui peut se mettre dans la tête de l'entrepreneur qui vit ça. C'est-à-dire, tu en as qui vont accepter comme moi de prendre un chèque pour passer à la suite, et puis tu en as d'autres qui vont aller en justice parce qu'ils trouvent que c'est absolument inacceptable. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Et puis la deuxième chose que j'ai apprise aussi, et c'était le cas aussi chez nous, c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je veux dire, nous aussi, on a notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. Ce que tu disais avec tes voilà. collègues Et on ne peut pas rejeter que la faute sur tes associés, les business angels, les fonds d'investissement. Non, en fait, c'est une œuvre collective qui arrive à cet échec-là et qui te conduit à te faire débarquer. Et même quand la justice va dans ton sens, pour avoir vu des dossiers où la justice a été du côté de l'entrepreneur, pour avoir vécu de l'intérieur ce qui s'est passé, tu sais que c'est jamais tout noir ou tout blanc de toute façon. Mais bon, l'objectif de la justice, c'est de trancher à un moment, et puis parfois la pièce tourne à droite, des fois elle tombe à gauche. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Tu disais qu'il y avait des personnes qui t'avaient demandé pour les accompagner. Je ne sais pas si vraiment tu l'as fait ou non, mais si oui, c'est quoi les conseils que tu leur as donnés ou que tu donnerais dans ce genre de situation pour éviter de tomber dedans? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que il y a tellement d'affect des deux côtés qu'en fait, le fait d'avoir un intermédiaire entre les fondateurs et les fonds d'investissement qui est passé par là, ça aide. Alors, bien évidemment, moi, je serai toujours du côté des entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. Mais il y a un certain moment où il y a des messages à faire passer qui sont plus audibles, en fait, entre les deux parties et qui, à la fin, peuvent conduire la boîte au tapis, parce que l'objectif, et c'est ça qui est difficile parfois à entendre, c'est que les deux parties n'ont qu'un seul intérêt, c'est que la boîte continue à vivre, et aussi bien les collaborateurs d'ailleurs qui travaillent dans la boîte, tu vois. Donc moi je pense que j'ai pu être utile effectivement dans un certain nombre de cas à faire en sorte que les deux côtés puissent entendre le message de l'autre, et en particulier faire comprendre aussi aux investisseurs l'engagement et qu'est-ce que c'est que d'être un entrepreneur, quoi. Tu vois, tu peux pas laisser les gens avec rien. Donc j'ai quasiment toujours réussi à obtenir un dédommagement, et ensuite c'est aux entrepreneurs de l'accepter ou pas en fonction de la vision qu'ils ont et de leur perception, et de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour eux, avoir un chèque pour rebondir ou la vérité, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se sont retrouvés dans cette situation pour qui l'essentiel, c'était pas l'argent, mais c'était qu'un tribunal dise que c'était eux qui avaient raison et pas le fonds d'investissement, tu vois. Alors que 3 ans après, tout le monde s'en fout. Tu vois, c'est encore aussi un peu de l'ego, tu vois. Donc, pour ça que je dis garder le détachement, se rappeler que c'est du business. Et si c'est du business, tu prends le chèque, en fait. Tu t'en fous, tu t'avances et tu passes au projet suivant, quoi. C'est pas très grave, en fait. T'entretiens quelle relation aujourd'hui avec la marque? T'en parles avec beaucoup de recul aujourd'hui. Je sais pas, t'entends une pub sarenza.com. J'adore, et je suis super content, et je lance un appel d'ailleurs au patron de Beaumanoir qui a racheté Allegria il y a 1 an. On s'est toujours pas rencontré. J'adorerais le rencontrer parce que depuis que ça a été repris après 3 années chaotiques chez Casino, je vois qu'ils réinvestissent sur la marque, qu'ils y croient et que ça repart. Qui a racheté Sarenza, du coup, tu voulais dire. Qui a racheté Sarenza, j'ai dit Allegria. Ouais, tu confonds les deux à chaque fois. Ça finit en A. Non, j'étais convaincu quand c'est Casino qui avait racheté la boîte, je crois en 2017, que ça allait péricliter, surtout disparaître, tout le monde s'est barré, enfin ça a été très compliqué. Okay. Pourquoi tu pensais ça? Parce qu'on voit que Casino a tellement de difficultés qu'ils n'allaient pas réinvestir dans cette boîte-là. Et donc la preuve, c'est qu'ils l'ont revendu quelques années plus tard. Et là, je pense que c'est dans un groupe qui a des belles valeurs, qui a toutes les compétences pour pouvoir bien relancer la marque. On revoit des pubs, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose de Sarenza, et c'est cool. Trop bien. On parlait de Cobuzz tout à l'heure. Tu as dit que c'était un peu ton entrée vers le no-code, chose qui est dans ton quotidien aujourd'hui. À quel moment tu as compris que le no-code, c'était un vrai super pouvoir et que ça allait vraiment faire le futur? Alors, j'ai découvert Airtable en 2016 par l'intermédiaire d'un jeune entrepreneur que je mentorais, que je coachais. Et d'ailleurs, j'invite tous les entrepreneurs à le faire s'ils n'ont pas l'occasion de le faire, parce qu'en fait, on apprend autant qu'on donne quand on fait ce travail de mentorat. Moi, j'adore faire ça parce que
Alors là, en ce moment, je le fais moins parce que malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps, mais j'en ai quand même Tu le faisais dans 2 quel là. contexte? J'étais au Startup Leadership Programme, qui était le seul programme non-profit d'incubateur en France, que j'ai fait pendant plusieurs années, et j'ai accompagné 3 entrepreneurs par an, alors ce qui était trop pour le temps que j'avais, mais bon, je le faisais quand même. Là, j'en fais un seul par an maintenant, et donc je regarde l'écran de ce jeune entrepreneur et je vois un truc. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Et c'était Airtable. Et là, je dis, oh, ça a l'air trop sympa ce truc-là. J'ai commencé à me mettre dessus et j'ai tout de suite adopté l'outil avec plein de cas d'usage de dingue. En fait, je trouvais ça génial. Et donc là, on est en 2016 et j'arrive en 2017 chez Cobuzz et je me retrouve dans une situation où j'ai une équipe technique de 30 personnes, mais le produit ne marche pas. Et donc, c'est impossible pour moi de les défocus, de travailler sur le produit et d'améliorer le produit. Et pourtant, j'ai 1 milliard de choses à faire dans la boîte pour la redresser. D'autant plus que je décide de réduire les coûts, donc de couper tout le middle management, et donc je me retrouve quasiment avec 70 personnes, 80 personnes en direct à manager, quoi. Donc impossible. Et là je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Premier truc que j'ai commencé à faire sur Airtable, c'était l'Employee Directory. En fait, je refais un SIRH en 1 semaine sur Airtable pour piloter toutes les équipes, mes entretiens annuels automatisés, plein de trucs comme ça. Ça marche nickel, je suis super content, ça coûte quasiment rien, c'est parfait pour la boîte, tu vois. Et puis de fil en aiguille, avec un de mes amis, Noam, qui était un des premiers experts Airtable aussi en France, que je demande de venir m'accompagner. Ensemble, on déploie du Airtable dans toute la boîte, du sol au plafond, quoi, et ça nous aide un truc de ouf. Ça m'aide, moi, en tant que DG de la boîte, pour vraiment redresser la situation. Et c'était la première fois que je déployais cet outil dans autre chose qu'une start-up de 5 à 10 personnes qui fait quelques millions de chiffres d'affaires, tu vois. Et c'est là que la conviction est arrivée, parce que quand tu commences à tirer le fil de ces produits, qui sont finalement les enfants du SaaS, du cloud des années 2010 à 2020, bah, tu commences à découvrir Zapier, et puis Integromat qui est devenu Make, et puis Notion, et puis N8N, et puis tous ces outils. Là, tu te dis, waouh, mais en fait, il y a plein de trucs incroyables qui me permettent, moi qui suis un gars qui est bossé toute sa vie dans la tech mais sans jamais apprendre à coder. Alors j'ai fait du HTML en 93 quand je faisais mon premier site web, mais c'est pas du code, ça fait rire mes amis codeurs quand je leur dis que je fais du HTML, tu vois. Donc voilà, même le CSS c'est pas du code, quoi. Donc moi qui n'ai jamais fait de code, je me suis retrouvé à être capable de faire des workflows métiers automatisés, complet, sans une ligne de code, quoi. C'était révolutionnaire pour moi, tu vois. J'ai compris à ce moment-là que c'était la fin de Word, Excel, PowerPoint qui avait fait un peu le succès de ma génération, tu vois. Nous, on est arrivé dans les boîtes. Moi, j'ai commencé à bosser en 94 et je dis souvent que j'étais un peu une star du digital à l'époque parce que je faisais du PowerPoint, tu vois. Mon patron de l'époque, qui avait mon âge d'aujourd'hui, il faisait des transparences sur le rétroprojecteur, tu vois. Donc ça, c'était nouveau. 20 ans plus tard, une nouvelle stack technique a émergé. Et il fallait absolument s'approprier, et moi j'avais toujours été dans cette logique, et c'est là où tu vas voir tout de suite le lien avec mes premières années sur Apple. Moi, ce qui m'a intéressé dans ces outils tout de suite, c'est qu'est-ce que je pouvais en faire, quoi. Comment je pouvais le mettre en application dans le business, et de là est venue l'idée d'Allegria. Et bah justement, mais tu me fais la transition parfaite. Moi, la valeur fondamentale de mon média, c'est le why, et c'est la vision. C'était quoi le constat, la vision que tu avais avec Allegria? Pourquoi est-ce que tu t'es dit il y a ce truc qui est mal desservi, je vais aller le faire? Bah, c'est simple, écoute, ça faisait des années que je payais des millions des développeurs pour créer des solutions digitales. Et à un moment, quand on a marre de la qualité, parce que malheureusement il y a une telle pénurie de développeurs que tu n'arrives pas toujours à choper les meilleurs, et que tu es complètement dépendant de cette population de développeurs, tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir des outils qui te permettent de faire tout ça toi-même, quoi. Et le jour où j'ai fait mon premier site web sur Webflow, le jour où j'ai fait ma première application mobile avec Glide, ça a été une révolution. Je me suis dit, mais en fait, je peux le faire tout seul, quoi. J'ai besoin de personne. Alors effectivement, il y a 6-7 ans, c'était des solutions encore très simples, mais pour un POC ou MVP, pour tester une idée, c'était parfait. Et puis j'ai bien vu que ça allait arriver, que ça allait évoluer très vite, ce que je n'avais absolument pas anticipé en 2020 avec mes 2 associés, Christelle et Thomas, quand on a lancé Allegria. C'était l'arrivée de ChatGPT novembre 2022, qui a été pour nous effectivement un moment incroyable. Et d'ailleurs, je m'en souviens toute ma vie, c'était assez drôle parce que 3 jours après, j'ai mes investisseurs qui m'appellent en me disant « Francis, c'est mort, vous êtes mort Allegria, c'est la fin du no-code, l'IA va tout remplacer et tout. » Je dis « Non, vous allez voir, ça va être l'explosion d'Allegria. » C'est exactement ce qui s'est passé, puisque, en fait, nous, notre vision qu'on porte, c'est quoi? Depuis le départ, c'est de donner
des nouvelles compétences à des gens qui n'ont jamais appris à coder pour être autonomes sur leurs besoins digitaux. Et effectivement, la réalité aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que pour vraiment déployer des solutions digitales efficaces, il te faut de l'IA, il te faut de l'automatisation et il te faut du no-code. Et si tu fais que de l'IA tout seul, aujourd'hui encore, peut-être que demain ça changera, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant en fait. Tu vas faire des petits trucs sympas, faire un peu de lovable, machin, mais tu vas aller beaucoup moins loin que si tu maîtrises en fait ces 3 technologies. Et c'est ce qu'on a construit avec Allegria. Et aujourd'hui, on est complètement convaincu d'abord parce qu'on se l'applique à nous-mêmes. Chez Allegria, toute la boîte est pilotée sur Airtable, Notion, Make, mais aussi parce qu'on le voit très concrètement aujourd'hui et l'explosion de la demande sur ces outils sur le marché du freelance ou dans les agences et tout ce qu'on est capable de mettre en place chez des clients, c'est absolument dingue. Aujourd'hui, tu fais un chatbot conversationnel avec de l'IA en 2 heures. Et il y a encore 2 ans, on demandait ça 50 000 euros. Voilà, et je prends toujours cet exemple d'ailleurs aussi par rapport à Sarenza, tu vois, quand on a fait le site de Sarenza il y a 20 ans, on a mis 1 million sur la table pour faire un site e-commerce. Aujourd'hui, n'importe quel gamin vend des pompes sur Internet avec Shopify pour $20 par mois, tu vois. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le site de Shopify fait beaucoup plus que nous il y a 20 ans avec notre site à 1 million. Donc c'est juste le sens de l'histoire en fait, ça s'appelle l'abstraction, c'est juste... la capacité des outils à donner toujours plus de compétences aux uns et aux autres, aux gens du métier en particulier qui ne savent pas coder. L'arrivée pour moi de l'IA nous fait rentrer dans un monde complètement différent. Et c'est vrai que quand on a démarré Allegria dans les années 2020, donc il y a 5 ans, il n'y a pas un chef d'entreprise qui se réveillait le matin en se disant je veux passer ma boîte au no-code, je veux du no-code, alors qu'aujourd'hui... peut-être pas ce que c'était. On ne savait même pas ce que c'était. Aujourd'hui, il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'a pas le sujet de l'IA sur son bureau. Ça fait partie des grands sujets de transformation qui sont indispensables. Et effectivement, ça fait du bien d'être au bon endroit, au bon moment. Avec Allegria, ça change parfois d'être trop en avance ou trop en retard. Aujourd'hui, c'est Allegria Group, parce qu'il y a les 2 parties. Donc, tu as Allegria Academy et Allegria Solution. C'est ça, exactement. Une partie B2C, B2B. Exactement. Est-ce que, avant de nous décrire un petit peu ce que font les 2 parties, tu peux rappeler aussi un peu les chiffres potentiellement que vous avez avec Allegria, qui sont quand même des très beaux chiffres? Écoute, on est super content parce qu'on a vraiment explosé cette année. On fait x3 cette année en chiffre d'affaires. On va finir à la fin d'année autour de 15-16 millions d'euros. Donc, on est super content. Et puis, on est rentable aussi. Donc, ça, c'est chouette. Donc, c'est la première fois de ma vie que je fais une start-up rentable. Magnifique. Donc, alors avant, on s'en foutait. Personne ne nous le demandait. Aujourd'hui, c'est devenu mandatory. Donc, on l'a fait. Et ça change la vie d'un entrepreneur, je t'assure. C'est génial, en fait, d'être rentable. Toutes les banques viennent te voir. Tu n'as pas de problème pour payer tes charges, pour payer tes fournisseurs et tout. Non, c'est super. Et du coup, la partie B2B, B2C, qu'est-ce que vous faites concrètement avec Nous, le cœur de notre activité, c'est devenu la formation. Ouais. Parce qu'on a très vite compris que 2 choses. D'abord, si je prends le point de vue marketing, en fait, tu regardes n'importe quelle étude aujourd'hui, même si je ne suis pas un fan des études, la réalité, c'est que la montée en compétences, c'est la clé des gains de productivité de l'IA, que tu sois un particulier ou une entreprise. Tout le monde va devoir se former sur les outils. Il y a 30 millions de salariés en France, donc c'est absolument indispensable. Et si tu prends la casquette entrepreneur, une des choses que j'ai apprises, c'est que c'est souvent quand même beaucoup plus intéressant quand tu as une ruée vers l'or, de vendre la pioche à celui qui va chercher la pépite plutôt que de chercher la pépite toi-même. Donc moi, je vends des pioches aujourd'hui. C'est ça mon business, c'est de donner des compétences aux gens qui ensuite vont en faire quelque chose. Et c'est un super business, tu vois, ça marche très très bien. Donc on est clairement les leaders aujourd'hui sur la formation en IA en France. Mais on a voulu absolument, et c'est pour ça qu'Allegria Solutions, c'est très important pour nous. Allegria Solutions, c'est la formation B2B, mais c'est aussi du conseil et de la prestation de services. On veut absolument garder cet ADN de maker, de doer, qui est notre ADN depuis le premier jour, puisqu'on a commencé à faire en faisant de la prestation de service. Moi, j'ai trop souffert, c'est un bien grand mot, mais j'allais dire, été déçu par ces profs à l'EM Lyon ou dans d'autres écoles qui sont profs depuis 20 ans, qui font plus que de la recherche, tu vois, qui sont un peu déconnectés du monde de la réalité. Je pense que le bon prof de marketing, c'est le gars qui était encore il y a 1 an chez Danone ou chez L'Oréal et qui était hands-on et qui va te raconter qu'est-ce qu'il faisait, tu vois, ce qu'il faisait au quotidien. Donc nous, c'est un peu ce qu'on veut faire aussi, c'est-à-dire qu'on alimente énormément en cas d'usage, en savoir-faire, en compétences, en compréhension du marché, en pédagogie, l'académie par notre activité professionnelle en fait de ce qu'on fait réellement en déploiement d'IA, d'automatisation chez les clients. Et je pense que nos clients qui viennent apprendre chez nous
ces outils le ressentent en fait énormément. Et on veut absolument garder cet ADN. Tu parles souvent d'une nouvelle fracture numérique qui est liée à l'IA. Si là, les choses se développent comme elles sont en train de se développer, qu'il n'y a aucun changement, ça ressemble à quoi dans 5 ans pour toi ? Bon, c'est un vrai sujet. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il faut dire que nos politiques sont complètement à la ramasse sur le sujet. D'ailleurs, quasiment aucun n'en parle et j'attends de voir ce qui va se passer en 2027. Mais c'est une catastrophe parce que non seulement l'enjeu sur l'emploi est colossal, mais les solutions technologiques que peuvent apporter aussi ces outils pour résoudre les grands défis de notre siècle sont là à notre portée de main et personne n'en parle. Enfin, je veux dire, il y a un moment, quand tu vois que les gars, ils n'ont pas d'autre idée que de sucrer 2 jours fériés par an, c'est que vraiment, ils sont arrivés au bout des idées, quoi. Tu te dis, mais les gars, mais c'est pas possible, quoi. Venez nous parler. On a plein d'idées, nous, pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand tu regardes les études aujourd'hui, tu as 2 grands groupes. Tu as ceux un peu côté Goldman Sachs, mais pas que. Il y a quelques mois, par exemple, même Bill Gates a dit à la télévision américaine qu'il pensait que d'ici 2035, il ne resterait pas plus de 2 jours de travail par semaine aux Américains. C'est Bill Gates, il a 75 ans, il n'a plus rien à nous vendre, il a tout vu, c'est pas Elon Musk, tu vois. Donc tu as ceux qui pensent que ça va être catastrophique sur l'emploi, peut-être qu'il faudra aller sur le revenu universel, en tout cas, ça va avoir un impact énorme. Et puis de l'autre côté, tu as les Luc Julia, d'autres qui te disent non, mais vous inquiétez pas, l'IA c'est juste un outil comme un marteau, et il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, et ça sera schumpeterien, et voilà, et ça va être le cycle de l'innovation as usual. Bon. Moi, je suis quand même un peu entre les deux. Tu vois, c'est peut-être, je sais pas, ma passion pour le consensus. D'abord, je pense que ça ne sera pas la grande catastrophe annoncée parce qu'il y a beaucoup de legacy, parce que ça prend du temps, parce que les choses vont pas si vite que ça. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, ça m'inquiète un peu, un écart qui se creuse entre l'adoption de l'IA par les individus et l'adoption de l'IA dans les entreprises. En fait, les individus vont beaucoup plus vite que les entreprises, ce qui génère du shadow IA, donc des gens qui font de l'IA alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ce qui engendre des leaks de data dans les modèles alors que les IA ne sont même pas sécurisés ou on leur a même pas appris à les sécuriser. Donc ça c'est un vrai enjeu. Et donc, j'allais dire, la grande catastrophe ou le grand cataclysme lié à l'IA, en tout cas tant qu'on n'a pas la super intelligence artificielle, j'y crois pas. En revanche, je ne peux pas croire non plus à 0 impact sur l'emploi. Tu prends le marché des call centers. Aujourd'hui, c'est 250 000 personnes qui bossent dans les centres d'appel en France, 200 000 au Maroc, 150 000 à Madagascar. La technologie d'IA qui est capable de remplacer un humain pour répondre vocalement à un dépannage dans un centre d'appel existe. Elle est infiniment moins coûteuse, elle fonctionne mieux. D'ailleurs, tu verras que demain, quand tu devras choisir entre cliquer 1 pour parler à une IA ou cliquer 2 pour parler à un humain, tu choisiras l'IA parce qu'elle aura tout son temps, elle sera parfaitement formée, elle parlera un français nickel et elle pourra s'occuper de toi 10 fois s'il faut. Bon, bah forcément, on ne va pas transformer demain 200 000 agents de call center en data scientist, c'est pas vrai. Et on l'a vu d'ailleurs dans un certain nombre déjà d'écosystèmes. Quand Internet est arrivé, la presse s'est effondrée. Il a fallu 20 ans pour retrouver un modèle économique. La musique s'est effondrée avec le piratage. Il a fallu 20 ans pour retrouver maintenant les plateformes. Et le marché de la musique s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'on va avoir en même temps des tas de boulots qui vont soit carrément disparaître, soit sur lesquels on aura besoin de 50% ou 80% de personnes en moins. Et donc, forcément, moi, ce qui m'inquiète, ce qui va être certain, en tout cas ce que je vois vraiment arriver, c'est cette phase de transformation. La réponse à laquelle j'ai pas, et pour moi, personne de sérieux n'a vraiment la réponse, c'est combien de temps cette phase va durer et est-ce qu'il y a une sortie avec des nouveaux métiers à la fin. Et ça, on n'en sait rien. Et moi-même, j'ai pas la réponse à cette question. Tu disais que la première chose, c'est que tu croyais pas dans les politiques pour l'instant, qui s'en emparent. Tu es intervenu à l'AI Summit. Sur ce genre d'événement, déjà, est-ce que tu peux rappeler un peu ce que c'est et c'est quoi le message que toi tu souhaites faire passer ? Non, d'abord, effectivement, on a la chance quand même en France d'avoir, il faut le dire, un président quand même qui fait des conneries, mais qui ne fait pas que des conneries, et pour qui le sujet de l'IA est un vrai sujet et qui comprend quand même ce qui se passe. C'est vrai qu'il a toujours été pro-startup et très proche de l'écosystème.
Donc, il a souhaité organiser cet événement en février, qui a été le premier événement de classe mondiale sur l'intelligence artificielle, dans lequel on a pu quand même échanger avec plein de délégations du monde entier. On a tendance à beaucoup se flageller aussi en France sur notre position dans l'IA. Effectivement, on est très loin derrière la Chine et les États-Unis. Il ne faut même pas essayer de les rattraper, ça serait une connerie. D'ailleurs, Mistral l'a bien compris et ils viennent de changer leur stratégie en disant c'est bon, nous, on laisse tomber la course à la super intelligence artificielle, on va faire des IA plus frugales, spécialisées dans des métiers et plus efficaces. Et je pense qu'ils ont raison d'aller vers ça. Il n'empêche qu'on est ce 3e ou 4e, en tout cas, voilà, on est juste derrière, donc on n'est pas non plus complètement à la ramasse. C'est un enjeu stratégique fondamental si on ne veut pas continuer à être déclassé comme on l'est dans plein d'autres secteurs d'activité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en termes de PIB, la France est au niveau de la Turquie. Enfin, moi, quand j'étais gamin, la Turquie, c'était un pays en voie de développement. Aujourd'hui, on est à leur niveau. Voilà. Donc, cet état d'esprit où se croire encore dans le top 3, 4, 5 mondial, la réalité, c'est qu'on n'y est plus. Donc, moi, je pense qu'il faut très vite repartir de l'avant, faire en sorte de garder nos talents et surtout libérer les initiatives. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec... on le voit bien, les politiques qu'on a actuellement, c'est que ce sont des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité du business et du marché. Et ça, c'est assez catastrophique et je vois personne arriver avec des idées neuves, en fait. Tu vois, et c'est ça le problème. Si tu parlais tout à l'heure de toute la question autour des emplois, parce que c'est un grand sujet en France, qui est un peu moins présenté aux États-Unis quand même, mais qui chez nous est quand même majeur. Pour les gens qui nous regardent et qui veulent avoir l'avis d'un expert, tu penses que dans quelques années, c'est quoi la vie d'un salarié français ? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années à venir, on ne va pas se faire remplacer par l'IA, mais on va se faire remplacer par les gens qui maîtrisent l'IA. C'est ça qui est super important à dire à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la fracture, elle va se faire entre ceux qui vont se former à l'IA, qui ne vont pas prendre du retard, qui ne vont pas être réfractaires et qui vont essayer de s'y mettre, versus ceux qui vont se dire non, c'est une énième technologie, on s'en fout et on reste dans notre manière de faire comme avant. Donc ça, bien évidemment, le risque, il est là. Et c'est pour ça que nous, on porte ce message dans tous les événements gratuits qu'on fait en ligne, aussi en tant qu'ambassadeur aujourd'hui de l'IA en France, de porter ce message qui est de dire non, on doit tous y passer, on n'y coupera pas, comme on est tous passés à Word, Excel, PowerPoint il y a 30 ans. Ou au PC. Moi, je me souviens, mon père, il avait un petit magasin d'outillage, il ne savait pas se servir d'un ordinateur. Heureusement que ma mère est venue l'aider dans le magasin pour faire les factures et tout ça, sinon il sera encore en train de les faire à la main. Donc il faut absolument avoir conscience qu'on va devoir absolument tous y passer, qu'il n'y aura pas de difficultés spécifiques, que ces technologies, elles ont été inventées justement pour nous, les moldus qui n'avons jamais appris à coder, et donc il faut s'en emparer, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir peur de perdre leur job. Pour répondre plus précisément à ta question, tu vois, quand on voit les gens qui viennent se former aujourd'hui chez Allegria, en B2C, donc les gens qui viennent et qui se payent leur formation, on a vraiment 2 catégories de gens qui viennent. On a des gens qui viennent parce qu'ils ont peur du déclassement, ils ont compris ça. Ils se sont dit non mais moi je ne vais pas attendre que ma boîte me forme, je m'y mets tout de suite, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont se faire dégager parce qu'ils n'auront pas appris l'IA. Puis il y en a une autre partie, 50%, qui se disent mais en fait c'est une formidable opportunité de me lancer, de créer ma boîte, de devenir coach en IA, prof en IA, de lancer mon projet dans lequel je rêve depuis toujours, tu vois. Et c'est vraiment 50-50 entre les deux. C'est assez drôle. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que d'un côté il y a effectivement des gens qui se disent j'ai encore 10, 15, 20 ans à bosser, donc faut que je m'y mette. Ou de l'autre côté, des gens qui se disent c'est l'opportunité du siècle, il faut que j'en sois, quoi. Comme moi, en 99, quand j'ai créé ma première boîte, je ne pouvais pas ne pas faire partie de cette génération qui allait révolutionner le monde avec l'arrivée d'Internet. Et c'est effectivement ce qui s'était passé. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut affronter le sujet. Si on sait se servir d'un ordinateur, on est tous capables d'apprendre à utiliser ces outils. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, mais c'est un peu de boulot. Voilà, il ne faut pas avoir peur de bosser un peu. Et justement, donc, la question qui suit, c'est plutôt pour des personnes qui souhaitent s'y mettre, qui entendent ton message et qui veulent se former avec Allegria ou même commencer par eux-mêmes. Ça serait quoi les premiers steps que tu leur conseillerais ? D'abord, je pense que la difficulté aujourd'hui qu'on voit, c'est par où commencer.
C'est ça la difficulté. Donc nous, on fait régulièrement des événements en ligne gratuits pour permettre de faire ce premier step, comprendre de quoi on parle. C'est quoi une API ? C'est quoi les outils, comment ça fonctionne, tu vois. Toute cette base d'acculturation, aujourd'hui, elle est accessible gratuitement. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a nos événements en ligne, les challenges, les webinaires qu'on fait gratuitement. Donc, pas hésiter à regarder, s'informer, écouter. Ça, c'est la base. Deuxièmement, il faut absolument couper ses pensées limitantes. On a encore beaucoup de pensées limitantes quand on n'est pas issu du monde de la tech. C'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi. Hier soir, s'il nous écoute, je lui passe un petit message. J'étais à un événement chez mon cabinet d'avocat et il y avait un magnifique buffet avec un cuisinier qui était là, qui faisait des coquilles Saint-Jacques pour les invités. Tu vois. Et j'arrive et Francis Lelon, je suis trop content, je suis un de vos étudiants. Et le gars, il est cuisinier, il est étudiant chez nous et il apprend à utiliser l'IA. Il a sa petite entreprise et il est super content, tu vois, et ça se passe très bien. Et il est cuisinier et on a des chauffeurs Uber et on a des avocats et on a des designers et on a des chefs d'entreprise. On a même des DSI, des directeurs des systèmes d'information de grands comptes qui viennent chez nous parce que ils n'ont pas eu le temps, les gars, de regarder tout ce qui se passait avec l'IA aujourd'hui. Ils ont envie de monter en compétences, tu vois. Donc ne pas en avoir peur, s'enlever ses pensées limitantes, dire que c'est pas fait pour les happy few de la tech parisienne. Non, c'est ouvert à tout le monde. Donc allez-y, ça a été conçu pour tout le monde, donc il faut s'enlever ces pensées-là. Et puis dernier conseil, très rapidement, trouver des cas d'usage concrets à appliquer. Il n'y a rien de pire que d'apprendre un truc et puis de retourner au bureau le lendemain matin et business as usual, j'en fais rien. Combien de fois on a fait des formations sur tout un tas de sujets qui vont servir à rien parce qu'en fait, tu n'as jamais l'occasion de l'appliquer. Là, c'est des compétences que tu vas vraiment pouvoir utiliser dès le lendemain dans ton job, tu vois. Et ça, c'est super important. Moi, mon premier cas d'usage, quand j'ai découvert Airtable, la semaine d'après, j'ai voulu, par exemple, j'avais ma cave à vin, je suis passionné de vin, j'avais tout mon listing de vin dans un Excel, je l'ai passé sur Airtable et je me suis éclaté. J'ai fait des petites automes, je suis allé récupérer les photos sur Vivino pour avoir un joli truc parce que dans Excel c'était tout moche, mais dans Airtable c'est joli. Donc j'ai fait toutes mes vignettes, machin, et je me suis fait une automatisation pour aller scraper automatiquement les informations sur différents sites, tu vois, de vin pour avoir la note, les avis et tout ça. Et je me suis éclaté à faire ça. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Allegria. C'est-à-dire trouver du plaisir dans la tech, c'est vraiment super super important. Donc faites-vous plaisir. Ça doit être fun, voilà, ça doit pas être chiant la tech. Tu vois, tu me donnes ces exemples, tu parles de chauffeur Uber, tu parles de c'était un poissonnier que tu m'as dit ? Ouais, un cuisinier. Un cuisinier, ouais. Que t'as vu hier. T'as pensé poissonnier parce qu'il faisait des coquilles Saint-Jacques. Ok, je comprends mieux. Est-ce que tu penses que l'IA c'est devenu vraiment une sorte de possibilité pour toutes les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le milieu scolaire traditionnel de briller et de grandir là où il y a encore quelques années c'était si tu vas pas en prépa, que tu fais pas une grande école, tu vas avoir un métier un peu plus traditionnel avec un salaire moins élevé. Nous on est complètement convaincus chez les Grecs que c'est la fin du diplôme et c'est le début des compétences. En fait, ce que recherchent les gens, tous ceux qui viennent chez Allegria aujourd'hui, qui n'ont pas de diplôme ou qui en ont, c'est pas un diplôme à la fin, c'est des compétences, des trucs complètement actionnables. Il faut quand même rappeler aussi un sujet en France, c'est qu'en France, à force d'avoir des formations pour adultes sponsorisées par du CPF à tout va, on a transformé les organismes de formation en chasseurs de primes. Donc les gars, tu les appelles et c'est t'as combien sur ton CPF ? T'as 2000 balles. Ah ça tombe bien, j'ai une formation à 2000 balles pour toi. T'as 5000. Ah ça tombe bien, j'ai une formation à 5000 pour toi. Tu vois, nous on est contre le CPF, on en prend très très peu, c'est moins de 10% de notre chiffre d'affaires, on le fait pour des raisons essentiellement sociales parce qu'il y a des gens effectivement qui ne peuvent pas se payer leur formation sans le CPF, mais pour tous les autres, chez nous, nos clients, on exige, on leur demande de payer leur formation, on ne veut pas de touristes, on veut des gens qui sont motivés et qui comprennent qu'en mettant quelques milliers d'euros sur une formation, ils vont pouvoir créer de la valeur. Tu vois, c'est ça qui est important. Et moi, je prends toujours cet exemple. Les personnes qui vont payer 100 000 euros pour faire leur MBA à l'INSEAD, ils le font parce que quand ils reviennent dans leur boîte, ils font x2 ou x3 sur leur salaire. Et ils s'en foutent de payer ces 100 000 balles parce qu'ils vont les rentabiliser derrière. Moi, à mon petit niveau, sur nos prix à nous,
C'est exactement ça qui est très important. Nous, on veut donner de la valeur à nos apprenants et on est absolument convaincu qu'aujourd'hui, ces outils sont accessibles à tout le monde et que chacun peut créer de la valeur avec. Soit en étant meilleur dans son job, soit en s'accordant un meilleur confort au travail, parce que l'IA, c'est pas que des gains de productivité, ça peut être aussi un meilleur confort au travail, avoir moins de stress, pouvoir faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Il y a plein de boîtes qui ne vont pas licencier à cause de l'IA. Elles ont tellement de boulot qu'en fait, elles n'arrivent même pas à recruter. Tu vois. Aujourd'hui, on parlait du chômage. Le chômage des cadres en France, c'est 4,5%, 5%. Donc, je veux dire, il y a du boulot pour les cadres. Hein. On n'est pas en manque de boulot aujourd'hui en France. Hein. Il y a 600 000 postes non pourvus aujourd'hui en France aussi. Tu vois. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut y aller, encore une fois, en ayant une vision très claire de ce qu'on veut faire avec, en se formant aussi peut-être à plusieurs. Nous, on voit que c'est quelque chose aussi qui est très important. Chez nous, la pédagogie, c'est des cours en ligne, une communauté et du coaching. Et on voit la force de l'intelligence collective de la communauté. C'est très important. C'est comme quand tu veux arrêter de fumer. Hein. Si tu es à deux avec ta femme, c'est plus simple que si tu es tout seul. Ou si tu veux aller courir, c'est quand même plus simple quand tes potes viennent te chercher en bas de chez toi pour aller courir. Tu es obligé d'y aller. Tu vois. C'est un peu la même chose. Donc nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective, à la force de la communauté pour apprendre. Et puis le coaching, qui est un élément aussi très important chez nous, parce que quand on débute, avoir quelqu'un qui est à côté de toi, quand tu es coincé sur une automatisation, quand il y a un truc que tu n'as pas bien compris, pour t'aider, pour t'accompagner, ça aide aussi énormément la prise en main réelle en fait, des outils. Donc passer à l'action, c'est vraiment super important. Génial. Moi, c'est des sujets que j'essaie d'explorer, même avec mon média, l'IA, etc. Enfin, globalement, j'en parle un peu sur LinkedIn en ce moment, mais l'IA, c'est vrai que je suis tout seul sur le média, et sans l'IA, je pourrais faire 100 fois moins de choses. Bien sûr. Je fais du contenu plusieurs fois par jour. Je sors 2 podcasts par mois, et c'est quasiment uniquement grâce à l'IA, donc je suis hyper aligné avec ton message. Je pourrais en parler pendant des heures. Malgré tout, on arrive à la fin de l'émission. Déjà et c'est passé trop vite. Et donc, il reste le jeu du newbie, que les gens connaissent bien s'ils regardent assidûment. C'est un jeu où je vais te poser des questions comme si j'étais un enfant adolescent. Ok. Donc, volontairement un peu naïve, voire provocatrice. Je suis mal barré parce que, comme tu le sais, j'ai pas de gosse. Donc je sais, j'ai écouté le festin. Ça va être un vrai exercice de style pour moi. Je sais, mais il va falloir t'y pencher. Donc, des réponses très simples, sans jargon, etc. Bien sûr. La question numéro 1 est: est-ce que l'IA va me piquer mon travail quand je serai grand, ou ça sera mon super pouvoir? Ça sera un super pouvoir pour toi. Et tu vas adorer utiliser l'IA et ça va être ton meilleur ami. Et tu vas m'accompagner? Bien sûr. Tu dis que l'IA c'est un super pouvoir, mais est-ce que ça peut aussi devenir un super méchant? C'est un risque, effectivement, mis dans les mains de personnes malveillantes. Ça pourrait être une arme de destruction massive. Stephen Hawking, le célèbre cosmologue anglais, disait à propos de l'IA, ça sera soit la plus extraordinaire invention de l'humain, soit la pire. Elle a un pouvoir de destruction bien supérieur à une bombe nucléaire, par exemple. Donc, ça va être très important de faire attention et de réguler, de réglementer tout ça. Est-ce que tu as déjà fait un truc interdit avec une IA, juste pour voir ce que ça fait? Bien sûr, comme tout le monde. Tu nous racontes? Non, tu sais très bien de quoi je parle. D'accord. Si l'IA est forte, pourquoi elle n'a pas encore remplacé les patrons relous? Ah, c'est une bonne question ça. Parce que plus t'es con, plus t'es résistant. Tu te considères pas comme un patron relou? J'espère de pas l'être. C'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est à mes collaborateurs. Tu dirais quoi à mon prof qui dit encore l'IA, ça n'a rien à faire en classe? Je lui dirais que l'IA est son meilleur allié s'il a vraiment, vraiment envie de faire l'école de l'égalité des chances. C'est plus dur pour toi de dire j'ai eu tort ou j'ai eu peur? J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je sais pas ce que c'est que la peur. Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Francis. C'était un super épisode. Et, merci pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. Et bah trop cool. Good. Pour finir, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio dans Paris. À chaque fois, je tourne avec eux et il y a des super décors. On est à Paris 15e, donc si jamais vous voulez tourner des podcasts, n'hésitez pas à les contacter. Le lien, il est dans la description. Merci beaucoup pour l'écoute. À bientôt.